Amazing Turkey. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, vous êtes sur Politica, l'émission bimensuelle à caractère politique sur les ondes de Radio Made in Turkey. Et nous sommes avec notre troisième invité qui est le professeur Norman Stone. Alors, bonsoir monsieur le professeur. Bonsoir. İyi akşamlar et hoş geldiniz à l'émission Politica sur les ondes de Radio Made in Turkey. C'est un privilège et un honneur de vous recevoir à notre antenne. Sachez que j'en suis très ému. Merci. Alors, Monsieur Stone, permettez-moi de vous présenter, afin que rapidement à nos auditeurs, afin que tout le monde vous connaisse bien, puisque vous êtes mondialement quand même connu et reconnu. Alors, vous avez été maître de conférence à l'université de Cambridge, puis professeur à l'université d'Oxford, puis professeur à l'université Bilkent d'Ankara. Ensuite, vous êtes passé à l'université Koç d'Istanbul, puis vous êtes revenu à Bilkent où vous enseignez depuis 2007. Vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine de l'Europe centrale et orientale, notamment de la Première Guerre mondiale et de la Russie, et plus particulièrement, disons-le, des relations turco-russes. On en parlera. Précisons aussi à nos auditeurs que vous êtes un fin connaisseur de l'histoire turque et avez publié notamment Turkey, A Short History aux éditions Thames et Hudson en 2010. Alors, monsieur le professeur, vous êtes un Britannique et plus précisément un Écossais, mais vous maîtrisez très bien la langue de Molière, puisque beaucoup d'auditeurs se sont interrogés dans quelle langue allait se faire l'émission. Donc vous maîtrisez très bien la langue de Molière. D'où vous vient votre appétence pour la France et sa belle langue? Oh là, c'est une longue histoire. J'ai eu une chance à 15 ans. On m'a envoyé de Glasgow chez une famille bretonne. Et puis je suis tombé à quatre pattes. Et des gens immenses et aimables qui m'ont beaucoup soutenu. Et puis je suis revenu pour un mois chaque année pendant 3-4 ans. Alors au bout d'une semaine, je leur faisais la leçon au sujet de la guerre d'Algérie. Je disais il fallait rendre l'indépendance à l'Algérie parce que vous allez perdre cette guerre. Ils étaient furieux, mais j'avais tout de même raison. Donc vous avez appris la langue de Molière chez les Bretons? Oui, si vous voulez dire. Oui, si vous voulez dire. En parlant des Algériens. Oui, enfin, mais vous vous rendez compte, à ce moment-là, c'était une question tellement tendue. Ça l'est toujours d'autant un peu. plus que la moitié de la famille c'était des pieds noirs. Ah oui, c'était. Et moi, j'ai dû faire preuve d'une ridicule arrogance, parce que la chose était beaucoup plus compliquée que je m'imaginais. En tout cas, vous avez dû bien rire. Alors, monsieur le professeur, vous êtes un parfait polyglotte. On peut apprécier votre haut niveau de maîtrise de la langue française. Combien d'autres langues parlez-vous et lesquelles? On peut écouter, c'est-à-dire ça, j'ai fait l'allemand aussi à l'école et j'ai vécu pas mal de temps à Vienne. Ensuite, j'ai appris le russe. Et je dois avouer, le turc, c'est bien difficile. C'est la plus difficile des langues. Donc alors il y a quoi? Il y a l'anglais, le français, l'allemand, le russe, le polonais aussi, je crois, le turc. Oui, je baragouine des bris plutôt. Il y a des choses que j'ai oubliées. Dans le temps, je parlais aussi hongrois. Ah, hongrois, oui, mais italien aussi, certainement. Du moment qu'on connaît le français, on n'a pas, c'est pas difficile d'apprendre l'italien. On n'a qu'à chanter Don Giovanni pour apprendre. Parce que ce sont des langues latines. Oui. Enfin, là, c'est un surdoué qui parle. Hein. Moi, je parle français, mais je parle malheureusement pas aussi bien l'italien, ni l'espagnol, ni le portugais. À l'inverse de vous. Alors, donc, ça fait un total de quasiment 10 langues alors que vous maîtrisez. Comment? Ça fait un total d'environ 10 langues, presque 10 langues que vous maîtrisez? Oui, au bout d'une semaine, je pourrais me débrouiller en italien. Mon fort, c'est l'espagnol. Parce que j'ai enfin appris comment apprendre une langue latine. On commence pas au chapitre 1. On commence plutôt au chapitre 25. L'imparfait du subjonctif. Et le lendemain, on raconte des blagues aux chauffeurs de taxi. Et qui comprend rien. Non, au contraire. Enfin, les blagues ne sont pas au subjonctif du passé.
Alors, passons à la Turquie, monsieur le professeur. Quelle est l'origine de votre intérêt pour la Turquie maintenant? Ouf, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé en 95. J'ai été invité à une conférence sur la Bosnie. Et à ce moment-là, les Turcs commençaient à s'échauffer un peu à ce sujet-là, puisque l'Angleterre spécialement, enfin la politique de l'Angleterre, l'Angleterre à l'époque c'était funeste. La France n'était pas mieux. Et puis on m'a invité avec d'autres journalistes qui s'indignaient un peu. Et du premier moment, je me suis dit, je savais rien sur la Turquie, rien. Et puis j'ai eu une très très bonne impression du pays. Je me rappelle, en arrivant à l'aéroport, j'ai vu 6 flics vêtus de noir, avec des moustaches noires, avec des expressions plutôt maussades. Ils fumaient comme des dingues, sous un signe marqué défense de fumée. Ah, c'est génial, ça. Donc il y a un panneau défense de fumée. Il y a un panneau défense de fumée et vous voyez 6 flics qui fument comme des pompiers. D'accord. Ok. Et pourquoi vous êtes dit c'est bon, c'est le pays que je cherche parce que vous aimez fumer étiez... Ah oui, dans le temps j'étais grand fumeur, mais à l'époque je voulais prendre une sorte de pré-retraite de Oxford. Et je pensais aller en Allemagne en effet. Et puis j'ai parlé au recteur de Bilkent qui m'a proposé de venir ici. Voilà. C'est comme ça que vous êtes arrivé en Turquie en fait. Oui. Je suis ici depuis maintenant près de 20 ans. Une chance incroyablement heureuse. D'accord. Donc on va aussi rajouter peut-être à la liste des langues que vous parlez, toutes les langues ouralo-altéiques aussi, puisque maintenant que vous maîtrisez le turc, c'est bon, toutes les langues de cette classe, de ce groupe, vous allez les maîtriser. Il vous faut quoi, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 10 jours? Non, je crois que vous voulez dire le kazakh, le kirghiz, tout ça? Oui, toutes les langues d'Asie centrale. On peut aussi ajouter le finnois. Non, mon turc n'est pas à ce niveau. Du reste, je crois que les différences sont assez sont assez sérieuses. J'ai demandé à un ami qui va au Kazakhstan, tout ça, il me dit non, c'est pas si facile que ça. On a des mots, enfin des mots, mais enfin une centaine de mots pour des expressions, pour être poli, plutôt agricole. J'ai compris. Alors par contre, professeur, vous êtes un fin connaisseur de l'histoire turque puisque vous l'avez étudié dans Turkey Short History et vous l'avez étudié du XIe siècle jusqu'à nos jours. Alors brièvement, donc, quel est votre avis sur l'histoire turque? Je sais que c'est une question qui couvre une très grande période, mais qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'histoire turque? C'est une histoire de conquête, c'est une histoire de vivre ensemble, c'est quoi? C'est une histoire de quoi selon vous? Comment vous caractériseriez l'histoire turque s'il fallait le faire en quelques phrases? Écoutez, ça c'est bien difficile. J'ai lu avec énormément d'intérêt tous les livres qui me passaient sous les mains. J'aurais beaucoup de mal à dire enfin globalement comment réagir à une question pareille. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les livres, surtout les livres français sur la Turquie. Des gens comme Robert Montrand et Gilles Weinstein, qui étaient superbes à mon avis. Malheureusement que nous peut-être même le meilleur. C'est-à-dire que, enfin, comment dirais-je, c'est une histoire assez difficile à saisir. Puisque en même temps c'est un monde différent, mais puis en même temps c'est un monde c'est un peuple qui ressemble assez à nous autres. Par exemple, quand je parle aux gens, enfin les bekçis, les portiers, le concierge. Il y a un électricien qui vient de passer.
C'est comme si je parlais avec un Français ou un Anglais, le même sens d'humour, le même sens de ce qu'il faut faire. J'ai jamais eu de mal à ce niveau, à les considérer pour ainsi dire comme des Européens. Mais enfin, l'histoire venant de l'Est, l'influence iranienne, ça c'est une chose que j'ai du mal à comprendre, mais qui est tout de même énormément important. Mais oui, l'influence persane et l'influence arabe aussi. Oui, mais je pense plutôt, je pense que ça vient de la Perse, l'influence culturelle. Pour ce qui concerne les Arabes, n'oubliez pas que les Turcs n'ont conquis les Arabes que 2-3 semaines, 2 siècles après coup. Et c'était plutôt avec la Perse qui s'engageait. Et puis ensuite, les Iraniens, eux aussi, c'était une aristocratie turque. Tout à fait. Tout ça. Quand j'ai écrit mon petit livre sur la Turquie, ça c'est un côté que je comprenais pas trop bien. Enfin, j'étais bien honnête. Même les Turcs ont du mal à le connaître, beaucoup. Professeur. Oui. Mais vous prenez un livre comme un célèbre vieux français, comment il s'appelle, K.O., nom comme ça. Lui, il écrit à ce sujet, c'est le livre que tout le monde cite, je ne comprends pas un mot. Bon, passons à une question un peu plus facile, puisque vous étiez dedans. Vous avez été le conseiller aux affaires étrangères de Margaret Thatcher. Quelle était l'opinion de Madame Thatcher sur la Turquie lorsqu'elle était aux responsabilités? C'est quelque chose qui je me suis toujours posé cette question, et comme je vous ai vu en ligne, qui a été très proche de Madame Thatcher, alors parlez-nous un peu d'elle et de son regard sur la Turquie et les Turcs. Oui, elle aimait bien les Turcs, mais n'oubliez pas qu'elle était partisane de l'OTAN. Et puis comme la Turquie faisait partie de l'OTAN, il n'y avait pas de problème. Quand elle aimait bien Turgut Özal, et puis elle aimait bien aussi Demirel, je me rappelle, elle parlait avec affection de lui. Elle avait des doutes sur la perche Schiller. Attention, Schiller. Mais elle l'a jugée pas crédible ou pas compétente? Quelle critique elle formulait? Enfin, elle sentait quelque chose enfin, elle n'aimait pas. Mais trop américanisé peut-être? Enfin non, mais elle sentait qu'il y avait une odeur de corruption dans la politique turque de cette époque, qu'elle n'aimait pas. Elle m'en a pas beaucoup parlé, mais Turgut Özal, elle aimait bien. Elle avait de la sympathie pour Özal, d'accord. Ok. Alors, professeur, je pense que vous suivez bien évidemment l'actualité en France. Mardi 26 février, il y a une semaine précisément, donc 2 Franco-Azerbaïdjanais ont été violemment agressés par des dizaines d'extrémistes arméniens dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, qu'en pensez-vous en tant que professeur, et avez-vous, vous aussi, été menacé ou agressé par des extrémistes? Oh, franchement, si je vous disais franchement mon opinion, je trouve que cette diaspora arménienne est dingue. Loufoque. Enfin, pas tout le monde, mais c'est certains peut-être, certains des extrémistes. Ne généralisons pas. Non, ce qui est bizarre, c'est que tous les Arméniens que je rencontre, et j'en connais pas mal, eux, ils condamnent toute cette sorte de choses, cette éternelle campagne de génocide arménien. Parce qu'ils comprennent que ça n'avance, ça ne mène à rien. La petite Arménie, un pays pauvre, qui perd sa population tous les jours. Je pense qu'à l'époque de l'indépendance, en 91, ils avaient 3 millions d'habitants. Maintenant, ils ont 1,5 million, 500. Alors, on se demande qui fait le génocide de cette pauvre petite nation. C'est
absolument absurde qui ne s'arrange pas avec des Azerbaïdjanais et les Théopos un peu avancés dans ce monde. Pour ce qui concerne la diaspora en France, oui, je sais que le pauvre Gilles Weinstein, lui, on a plutôt martyrisé. Il y avait une épisode absolument ridicule. Lui, qui était le connaisseur de l'histoire ottomane, il savait le ladin, il savait l'ottoman, tout, historien de Salonique, tout ça. Et puis il a écrit un article en 95 pour dire que, enfin, génocide, c'est pas peut-être pas le mot, des massacres certainement, et sanglantes, et c'est épouvantable, mais n'appelons pas ça génocide. On a voulu le bloquer lorsqu'il a porté sa candidature au Collège de France. Et c'était les mathématiciens, et ça je comprends pas. Un mathématicien du reste très distingué, René Thom, cité dans les livres sur l'évolution, lui a dit oh, les opposants, c'est tous des ottomanistes, comme si c'était une sorte comme si ça les rendait incapables de parler. C'est fou cet épisode. Et ce que j'attendrais plutôt des Arméniens qui, Dieu sait, sont intelligents, c'est qu'il y ait une partie d'eux qui disent, écoutez, taisons-nous, c'est une histoire qui est arrivée il y a 100 ans. Mais les fous, ils demandent compensation. Compensation quoi? Est-ce qu'ils vont nettoyer ethniquement 8 millions de Kurdes pour avoir Hakkari et Van? C'est imbécile, aberrant. Vous voyez bien que je perds un peu le nord quand j'en parle. Oui, effectivement. Monsieur Stone, effectivement, vous condamnez à juste titre la campagne de diabolisation dont le professeur Gilles Weinstein a été victime honteusement. Même d'ailleurs le professeur Bernard Lewis a subi, voilà, a été traîné devant les tribunaux. Vous-même, d'ailleurs, vous avez eu des déboires, je crois, avec Peter Balakian, qui est un écrivain et un poète arméno-américain. J'ai lu une critique que vous avez publiée en soutien à l'historien Andrew Mango, suite au livre que Peter Balakian a publié. Son livre s'intitule Le Tigre en flammes, le génocide arménien et la réponse de l'Amérique et de l'Occident. Mes collègues vont d'ailleurs mettre le lien sur le mur Facebook de la radio afin que tous les auditeurs puissent le consulter. Et votre critique est assez acerbe puisque vous dites, vous terminez par Monsieur Balakian devrait s'en tenir au poème. Alors pourquoi avoir été si acide? Que lui reprochez-vous exactement à Monsieur Balakian? Il ne connaît pas l'histoire de Turquie, c'est simple. Il y a une faute parfois grossière sur chaque page. Il n'a simplement pas la compétence d'écrire une histoire comme ça. Il ne parle pas les langues. Il est prétentieux. C'est simplement, vous savez, on a demandé à un célèbre littérateur anglais, Dr. Johnson, ce qu'il pensait du complot de Cymbeline de Shakespeare, a répondu: il est impossible de critiquer l'imbécilité qui ne se défend pas. Et c'est à ce point avec le livre de Balakian. Je ne le prends pas au sérieux. Mais pourtant, il a reçu un prix quand même. Je m'en fous. Oui, il y a encore des imbéciles qui s'accordent des prix dans ce monde. Alors quand j'ai simplement cité ces erreurs, environ 300 ou 400, puis la diaspora arménienne m'en a voulu. Et lorsque j'ai écrit un petit manuscrit sur la guerre de 14 pour Random House, ils se sont faufilés dedans, ils ont arrangé qu'il y ait une critique soi-disant académique, très longue du reste, citant des soi-disant fautes, qui étaient tous des contrefaites. Et puis
et puis j'ai eu une lettre me disant que non seulement qu'il n'allait pas publier, mais qu'il voulait même me demander l'argent de la signature du contrat. Or, heureusement que j'ai des amis dans ce monde. J'ai vendu ça à Penguin Books et à Basic Books dans 24 heures. Et maintenant, ça a été traduit dans 10 langues. Donc je crois que je suis assez gagnant avec ça. Mais c'était ça, c'est ce genre de choses méprisables qu'ils font. Et puis ils se rendent pas compte à quel point ils se font des ennemis avec ça. En fait, vous dites que parce que vous avez critiqué, vous avez formulé une critique scientifique avec Andrew Mango et d'autres sur le livre de Peter Balakian, des Arméniens ont essayé de bloquer votre carrière, de bloquer vos publications, de vous empêcher d'exister en tant que scientifique. Oui, c'est bien ça. L'histoire. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Soit-disant, je me suis vendu aux Turcs. Ouais, ça, donc je suis ennemi. C'est l'accusation classique, ça. N'est-ce pas que c'était, je crois, Freud qui avait dit que n'oubliez pas que les paranoïaques ont quand même des ennemis. Ou c'était peut-être Kissinger. Tout à fait. Alors, monsieur Stone, monsieur le professeur, ça me fait rire ce que vous me dites. Revenons à des choses, à ce sujet quand même qui est très sérieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs quelles sont vos motivations, vos arguments pour contester la qualification de génocide pour les massacres d'Arméniens? À la fin des fins, c'est assez simple. Il manque des preuves. Tout le monde sait qu'il y a eu des massacres. Personne ne nie ça. Oui, personne ne nie les massacres. Personne de sérieux. Que des centaines de milliers de personnes ont énormément souffert. Mais c'était... comme dit Bernard Lewis, on ne sait pas quelle était l'intention du gouvernement ottoman. Les preuves qui ont été avancées, ce sont des faux. Et tout le monde le reconnaît maintenant. Or, là, vous faites référence, Monsieur Stone, pardon. Là, vous faites référence aux documents d'Andonian qui ont été démontrés. C'est ça. Comme étant des faux grossiers. D'accord. Justement cela. Si vous pensez, dans l'été de 1920, la petite Arménie, enfin, désagrégée, avec Kazım Karabekir qui allait prendre Kars. Et le général Kazım Karabekir. Il voulait absolument que l'Angleterre les soutienne. Et pour prouver qu'il y a eu génocide, on a fait cette confection de documents, les documents andoniens, mais tout le monde reconnaît maintenant que ce sont des faux. Or, il y a un historien turc, Taner Akçam, qui a... Enfin, j'ai un certain respect pour lui. Je comprends un peu sa position et je ne veux pas trop le blâmer, mais quand même... Enfin, il a été pris la main dans le sac aussi par Hermann Schein, par exemple, qui a fait une critique très sincère. Voilà. Lui aussi, il a essayé de prouver que ceci et cela démontre qu'il y a eu intention de génocide de la part des jeunes Turcs. Mais comme vous dites, Hermann Schein, que je connais, lui qui lit dans les sources de Taner Akçam, c'est bien, il lui a fait des dommages, lui. Et je crois que Taner Akçam n'a jamais répondu. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance non plus. Alors nous restons de terribles massacres. On voudrait que les Arméniens admettent que de leur côté il y avait des responsabilités. Ce que très peu veulent faire. Ils n'ont pas leur équivalent de Taner Akçam. Alors on a l'impression d'une rengaine que condamne même le patriarche arménien à Istanbul. Et puis à la fin des fins, qui va profiter de tout cela? De sales avocats en Californie. Oui. C'est ça. Ils sont idiots à poursuivre cette campagne.
Alors, Monsieur Stone, dans le Times, en 2010, vous avez publié un article et vous dites, je lis, le peuple qui vivait à l'est de Turquie à cette époque a été déplacé dans des conditions extrêmement difficiles. Ces déplacements ont par moments été accompagnés de violences et d'exactions. À la question de savoir s'il s'agit d'un génocide, vous répondez, si vous parlez de faits à la manière de Hitler, la réponse est négative. En raison, vous poursuivez, vous dites, en raison des événements, les Turcs ont jugé 1600 personnes et condamné à mort un préfet. Après 1918, les Anglais, analysant durant 4 ans les archives turques, n'ont trouvé aucune preuve de culpabilité. Les Arméniens qui vivaient dans les grandes villes n'avaient pas été touchés. Vous faites référence à Istanbul et Izmir. Et vous ajoutez certains documents, et là vous parlez de documents d'Andonian, en rapport avec ces tragédies, sont apparus en 1920, mais ceux-ci étaient des faux écrits dans une école française. Ces événements ne peuvent pas être qualifiés de génocide. En fait, ça résume un peu tout ce que vous nous dites là. Non, mais parfaitement. Parce que les Turcs, en fait, ont jugé 1600 personnes, 1600, c'était des militaires hein, qui devaient protéger les déportés, les Arméniens qui étaient déplacés, et ces gens n'ont pas fait leur travail ou mal fait leur travail, et ils ont été condamnés. Oui, bien, ils étaient complices avec d'exactions. Enfin, disons les tribus kurdes ou arabes qui attaquaient les colonnes arméniennes. Ah oui, voilà, je vous parlais aussi des tribus effectivement kurdes et arabes oui. qui attaquent, qui sévissaient dans le nord. Ça, je l'ai lu dans un article Turkish Delight qui est signé de Dalev Scott, qui a été publié en mars 2011 par Standpoint Mag, où l'auteur fait remarquer que vous imputez, vous, une grande responsabilité des massacres d'Arméniens aux bandes kurdes et arabes qui sévissaient dans l'est de la Turquie. Alors, justement, Monsieur Stone, c'était ma prochaine question. Pouvez-vous préciser qui étaient ces agresseurs kurdes et arabes qui ont massacré des Arméniens? Enfin... non, mais enfin, c'était quand même des gens de tribus. Des tribus. Il faut un peu préciser qu'il y avait un type assez horrible, Reshid Pasha ou Reshid Bey, à Diyarbakır. Et lui, il a été limogé par Talat Pasha parce il était allé vraiment énormément trop loin. Il s'est suicidé à la fin. Et lui, peut-être il était d'origine circassienne. Et n'oublions pas que les Circassiens avaient été chassés de leur pays 1 million, dont 300 000 étaient morts en venant en Turquie. Et lui, c'était un Circassien. Et alors lui, peut-être il haïssait les Arméniens et les Syriaques et tout. Mais c'était une boute spéciale, lui. Et ce sont les Russes qui ont chassé les Circassiens. Pourquoi est-ce qu'il haïssait les populations chrétiennes de l'est de la Turquie? Parce que les Circassiens, il y avait un long combat de 40 ans entre les Circassiens, les peuples du nord du Caucase. Et à la fin des fins, vers 1860, les Russes ont encouragé plus qu'1 million de Circassiens à partir dans des conditions terribles en Turquie. Et 300 000 sont morts. Tout à fait. Alors lui, si vous êtes de famille circassienne, vous redoutez que la Russie, de par les Arméniens, ne fasse la même chose encore une fois. Vous voyez? Tout à fait. Alors lui, c'est un type amer, très intelligent du reste, il était médecin. Il voulait une solution radicale, mais à Diyarbakır, ça c'est assez connu ça. Mais, et lui, il a perpétré des massacres sur les Arméniens. Ah oui, et d'horribles encore. Et Talat Pasha l'a démis de ses fonctions? Oui, il a été démis. Et puis, comme je vous dis, il s'est suicidé à la fin. D'accord. Mais lui c'est un cas spécial.
Mais il y a eu aussi, durant les déplacements de population, des attaques, vous dites, de Eşkıya, le mot turc, le mot français, la traduction française. Aşiret et des Eşkıya, c'est des bandits de grand chemin qui attaquaient en bande les déplacés pour voler leurs biens, notamment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et des officiers ottomans n'ont pas protégé correctement ou n'ont pas pu protéger les déplacés. Voilà. Y en a qui ont bien essayé de protéger tout le monde, mais d'autres, ils ont un peu, soit ils se sont laissés épouvanter, ou soit ils étaient de commerce avec eux. Mais ces pauvres gens, ces pauvres colonnes de femmes et d'enfants, vous vous rendez compte, c'est une histoire terrible. Bien sûr, terrible. Une véritable tragédie humaine. Oui, voilà. La souffrance des Arméniens est très grande. Si du côté arménien, il y avait des gens qui voulaient reconnaître qu'eux, ils avaient fait la même chose, bon, on pourrait discuter. Oui, parce qu'il y a aussi vous parlez de millions vous parlez de plusieurs centaines de milliers de musulmans qui ont été tués, massacrés aussi. Ah oui, et tout le monde le sait. Oui, Robert Montrand en parle dans son livre, Histoire de l'Empire ottoman, mais parlez-nous un peu de ce que des détails, des précisions de ça. Les Circassiens. Non, les musulmans qui ont été tués ou massacrés par des milices arméniennes. Oui, cela est arrivé déjà en 1914, mais pas beaucoup, parce que les Russes empêchaient ça. D'accord. Mais après, vers l'époque de la révolte de Vannes, il y a eu quand même des massacres du côté arménien contre les musulmans de la région. Tous il se fallait à l'époque. C'était une terrible époque. Et passons, à mon avis. Tout à fait. Alors, vous dites aussi, professeur, dans l'article publié par le Times en 2010, vous soulignez, je cite, qu'à cette époque, des événements cruels secouaient toute l'Anatolie, même de la manière, mais de la manière, des millions de musulmans et de juifs ont été victimes lors du retrait de l'Empire ottoman des Balkans et du Caucase. Alors, dans les Balkans, parce qu'effectivement, l'Empire ottoman a perdu énormément de citoyens dans les Balkans, vous parlez des musulmans et des juifs qui ont été victimes, qui sont morts. Donnez-nous des détails, justement, s'il vous plaît. Oh oui, à l'époque de l'écroulement de l'Empire, 1912-1913, des centaines de milliers de réfugiés sont partis. Il y avait des villages massacrés par des Serbes, au Kosovo, en Macédoine, par les Bulgares. Les Bulgares étaient spécialement cruels. Les Grecs étaient un peu mieux quand même, parce qu'ils avaient appris qu'il ne fallait pas maltraiter les musulmans à ce point. Mais vous savez que rien que dans la Hagia Sophia, à Istanbul, il y avait 8000 victimes de choléra et 30 000 familles dans les alentours de Sultanahmet dans un état terrible. Et les jeunes Turcs avaient à disposer d'un demi-million de réfugiés qui mettaient en Anatolie de l'Ouest, dans des conditions épouvantables. C'est ça l'arrière-plan de la déportation des Arméniens. Et les Juifs ottomans qui ont été tués, massacrés, c'était des Juifs de Salonique? D'où venaient-ils? Où étaient-ils? Oui, il y a une masse de Juifs en Salonique. Des Juifs ottomans, ottomans. Ottomans, oui. Ottomans loyaux. Et puis il y avait une place de musulmans qu'on appelait Dönme, qui était d'origine juive, mais assez lointaine. À la fin des fins, ils sont partis de Salonique. Mais les Grecs ont fait quand même un effort pour s'entendre avec eux. Ça n'a pas trop duré, mais
par curiosité, le gouverneur grec de Salonique, il s'appelait Stériadis. Et comme c'était un crétin, et comme il s'entendait avec les musulmans, on l'a nommé gouverneur de Smyrne, d'Izmir, en 1919. C'était lui. Et les Grecs nationalistes le détestaient parce qu'il faisait quand même des efforts pour s'entendre avec les Turcs. Je ne sais pas si vous saviez cela. Non, je ne savais pas du tout, vous me l'apprenez. Merci beaucoup. Alors, effectivement, la question arménienne est très importante puisqu'elle a des répercussions jusqu'à nos jours. Cette question, ce sujet a été instrumentalisé par Staline en 1945, puis de nouveau par l'URSS vers 1965. J'ai lu que cette instrumentalisation de la question arménienne par les Russes s'inscrivait dans une perspective plus vaste, c'est-à-dire de déstabilisation de la Turquie. Vous qui êtes expert des relations turco-russes, que pouvez-vous nous en dire ? Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que les Russes, en instrumentalisant la question arménienne, veulent déstabiliser ou ont essayé de déstabiliser la Turquie? Je crois que il est vrai que les Russes ont un peu poussé la cause arménienne. Parce qu'ils avaient quand même l'intention, ils voulaient mettre une sorte de mainmise sur la Turquie les années 70. Oui, d'accord, on peut dire que à ce moment-là, ils voulaient un peu déstabiliser la Turquie, la détacher de l'OTAN, oui. Et ils avaient d'assez bonnes relations avec la diaspora arménienne qui faisait son va-et-vient, même sous Staline. Oui. Et la diaspora arménienne est la plus nombreuse en Russie, même aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus d'Arméniens en Russie qu'aux États-Unis, si je ne m'abuse. Je suppose, je ne sais pas. Oui, je suppose certainement, parce qu'ils peuvent obtenir un visa pour Moscou assez facilement. Alors, professeur, j'aimerais maintenant que l'on parle un peu d'un autre professeur, qui est Stanford Shaw, professeur en histoire turque et ottomane à l'Université de Californie, oui. Dont le domicile a été malheureusement tout bonnement plastiqué par des terroristes arméniens. Et il a fini sa carrière à Bilkent, c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle. Donc à Bilkent, là où vous enseignez. Et d'ailleurs, il a enseigné de 1999 jusqu'à sa mort en 2006. Que pouvez-vous nous en dire ? Au Stanford Shaw, c'était bien sympa. Je lui ai demandé, il avait dit ses relations avec l'Université de Californie, avec Richard Hovhannissian, oui, qui est le chef de tribu arménien, pour ainsi dire, était très tendu et que Hovhannissian lui faisait des tracasseries. Non que je lui connaisse, mais enfin, il avait accepté une offre de Bilkent. Ce qui m'étonnait, c'est que il publiait ses livres en Turquie. J'ai sur mon pupitre à ce moment l'Empire ottoman dans la guerre de 14 de gros tomes. Et qu'il a publié en Turquie. Je lui ai demandé pourquoi, parce qu'après tout, c'était un type très respecté. Il aurait pu publier avec n'importe quel presse universitaire aux États-Unis. Il me dit non, qu'il craignait cette petitesse de la part de la diaspora arménienne de Hovhannissian et tout ça. Et puis aussi, il est vrai qu'on avait plastiqué sa maison à cause de sa femme turque, voyez-vous. Enfin, une foutaise à la fin des fins. Oui, sa femme était d'origine turque, en fait. Oui. Je l'ai vu ce matin. D'accord, vous la côtoyez toujours, d'accord. Oui. Ok, très bien. Oui, effectivement, son ancien collègue, en fait, Richard Hovhannissian, c'était son ancien collègue à l'Université de Californie. Oui. Et ensuite, il a rallié, à l'époque de l'Azala, un nationalisme assez hargneux de mauvaise foi. Tiens. Parce que vous savez, ces quatre livres, volumes sur l'histoire de l'Arménie indépendante,
C'est pas mauvais, surtout le dernier. Celui de Ovanessian? Oui. Il y a des parties de celui qui sont magnifiques. Par exemple, là où il décrit la prise de Kars par les Turcs. Et il écrit avec une sorte de mépris, souvent pour les Arméniens de l'époque. C'est un bon livre. Enfin, ce volume, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Eh ben, Je m'attendais mieux de lui. Je lui ai écrit, en effet, pour lui dire, n'est-ce pas que des gens comme lui et moi, qui sommes après tout des académiciens, vous ne pourrez donc pas se mettre d'accord pour qu'on finisse avec toute stupidité. Il m'a répondu, figurez-vous, si vous ne reconnaissez pas le génocide, je ne vais pas parler avec vous. Vous vous rendez compte? Effectivement. Méprisable. Effectivement, on est toujours confronté en fait à une condition pour parler, pour discuter, pour dialoguer. Finalement, il faut accepter d'emblée l'opinion de la personne qui est en face. Et on ne peut pas dire, mais asseyons-nous, discutons. Il n'y a pas que ça dans la vie, c'est pas possible. Oui, voilà. En tout cas, c'est aberrant. Oui. Concernant Stanford Show, je voudrais quand même rappeler que le FBI, donc le FBI américain, la police américaine, a recommandé par 2 fois à la famille de Stanford Show de quitter le territoire américain parce qu'une nouvelle tentative de meurtre, mieux organisée que celle de 1977, apparaissait comme vraisemblable. La source est notre ami, l'historien Maxime Gohin, que je salue d'ici, donc qui est un fin connaisseur du sujet. Il est formidable. Il est effectivement très bon et très très expert sur la question arménienne. Oui. Alors, monsieur le professeur, dans un article du 17 octobre 2007, paru dans Deux Spectateurs, que j'ai lu, vous dites, je vous lis, vous dites « Rien de tout cela n'apporte de l'aide à l'Arménie, elle est pauvre et enclavée, complètement dépendante sur le plan énergétique, et sans l'argent de la diaspora, elle serait dans un état pire encore. Elle perd régulièrement de la population suite à l'émigration, 60 000 ressortissants arméniens vivent à Istanbul, et elle a besoin de bonnes relations avec la Turquie. Peut-être que les pays de ce genre, une fois indépendants, devraient faire une seconde proclamation d'indépendance vis-à-vis de leur diaspora cette fois. » J'ai écrit ça. Vous avez écrit Bravo. Ça. C'est dans Deux Spectateurs, voilà, article paru le 17 octobre 2007. Alors ma question c'est, la diaspora arménienne a-t-elle un rôle si néfaste pour l'Arménie? Je comprends pas leur dynamique. Est-ce que c'est la diaspora qui bloque toutes les tentatives de paix, de réconciliation de paix avec la Turquie? J'ai l'impression. Et puis, oui, enfin, le oui-dire entre les historiens, c'est que du moment qu'on veut parler avec les historiens arméniens, la diaspora a son mot à dire. Et il dit non. En fait, vous dites que la diaspora influence totalement les décisions qui sont prises à Erevan. Non que je m'y connaisse. Vraiment, je m'y connais pas parce que, à part tout autre, je n'oserais pas y aller. Je reviendrai la tête dans un corbeau. Heureusement que vous avez de l'humour, professeur. Alors, passons à un autre sujet, professeur. Un sujet d'actualité cette fois-ci. Pourquoi l'UE est-elle si réticente concernant la candidature turque? Vous qui vivez en Turquie depuis X temps, vous avez été conseiller de Margaret Thatcher, vous connaissez très bien les rouages politiques, académiques, universitaires, les rouages diplomatiques. Pourquoi il y a autant de réticence? Comment vous l'expliquez? Accommoder la Turquie en ce moment, c'est tellement difficile. Vous voyez, même avec la Roumanie et la Bulgarie, d'accord, ce sont des pays arriérés en comparaison de l'Asie, mais il y a des problèmes, l'immigration. Et puis je crois aussi les Turcs en Allemagne. C'était un problème. Il y a environ 3 millions. Ils s'accommodent assez mal. Il
il y a eu des livres assez célèbres en Allemagne par même le maire social-démocrate de Kreuzberg qui sympathise avec les Turcs, qui disent que il faut 5 générations pour les assimiler, etc. En France, c'est pas la même chose, ni en Angleterre non plus. L'Allemagne a un problème spécial. Parce que la plus grande immigration turque est là-bas. Et parce que les Allemands sont très conservateurs. Enfin, les Allemands ont un problème spécial. Par exemple, les Polonais, il y a 150 ans, il y avait des millions de Polonais dans l'ouest de l'Allemagne. Ils mettaient 4 générations à s'assimiler. Et puis en France aussi, je n'ai pas besoin de vous dire. On connaît un certain problème avec les musulmans. Donc vous dites qu'il y a un amalgame qui est fait entre l'islam et l'immigration turque aussi? Entre l'islamisme? Je ne suis pas expert. Voyez-vous, je ne suis pas expert. Et aussi, j'aime... C'est votre sentiment? Je suis assez patriote turc en ce moment. Je suis un peu venant d'un Écossais, c'est pas non, mais ça arrive. On est assez international, nous autres. Surtout les Écossais. Mais je vois ça un peu du côté des Allemands et des Autrichiens, que des gens qui arrivent, qui font une dizaine d'enfants et qui s'adaptent pas. Et c'est tout de même un problème qu'il faut reconnaître, tout honnêtement. Il y a eu, je ne sais pas si vous savez, il y a un livre assez sérieux, il s'appelle Sarrazin, qui a écrit sérieusement sur ce sujet. Il a dit c'est une immigration qui, pas comme les autres. Je suis contre parce que je trouve que insulter des masses de gens comme ça, dire qu'ils sont pas capables d'éducation, etc., c'est un peu créer le problème qu'on voudrait abolir. C'est de la discrimination. Mais c'est quand même, c'est sérieux. Et puis, du point de vue de la Turquie, est-ce que ce serait vraiment dans l'intérêt de la Turquie d'être membre de l'Union européenne? Et je me demande, parce que... Quel est votre avis? Bon, à vous dire franchement, si la Turquie insiste pour être membre de l'Union européenne, qu'elle prenne prenne la place d'Angleterre. Ça, c'est un Anglais qui parle. Voilà. D'accord. Bon. Donc je suis contre à ce point, parce que quand même je vois que l'Union européenne fait du bien ici. Oui. Mais elle va trop loin. Sur quel aspect, par exemple, elle va trop loin? Oh, même le nom Union, on ne sera jamais une union. Une collaboration, oui, enfin une coopération entre États libres, oui, d'accord, absolument, avec des valeurs, de certaines valeurs. Enfin, il y a une union économique important. Quand même. Il n'y a peut-être pas d'union politique. Voilà, et puis qu'on accepte des régimes parlementaires et tout ça, des constitutions, oui, mais pas plus loin que ça. Vous dites on sera jamais comme, l'Union européenne ne sera jamais comme les États-Unis d'Amérique, par exemple. Ah non, impensable. Vous ne trouvez pas? C'est impensable. À moins que vous vouliez une guerre civile pour établir une vraie union. Bon, professeur, terminons sur une note d'humour. On continue. Je dis une note d'humour, mais c'est toujours ça. Sur les Turcs, alors citez-nous des traits de caractère que vous aimez chez les Turcs, des traits que vous n'aimez pas aussi. Parlez-nous un peu d'eux. Oula. Moi, je vous dirais, quand je suis arrivé la première fois, je me rappelle une de mes premières soirées, et
Je savais rien de la langue. Et j'étais dans un taxi, il faisait noir, il pleuvait à verse. Je n'avais qu'à faire un petit chemin. Et puis sur le truc, c'était marqué des zéros et des zéros et des zéros. Et puis j'ai donné au type une vingtaine de zéros et de zéros et de zéros en lui indiquant qu'il pouvait garder la petite monnaie. Ah, c'était à l'époque du oui, forte inflation, il y avait 90% d'inflation. Voilà, où il y avait des billets avec des millions, d'accord. Oui, je lui avais donné peut-être 100 euros pour une histoire de 7. Il m'a tenu la main, il a compté la petite monnaie dedans. J'ai beaucoup apprécié cela. Et puis l'humour des gens. On se lève ici le matin, on sait que je vais parler au Bekchi. Mais j'aime bien les étudiants, ils ont de l'humour, ils sont bien sympas, ils apprennent. Ils aiment vivre. Oui, oui aussi, bien sûr, il y a eu de l'autre côté, mais enfin il y a une chose qui m'énerve énormément maintenant. Ah, dites-moi. Énormément. C'est que il y a l'interdiction de fumer. Oh non, ça j'accepte, ça j'accepte, ça d'accord. Mais l'interdiction de boire et puis la tracasserie qu'on rencontre à Istanbul, j'avais deux endroits où j'allais picoler avec des amis. Je connaissais tout le monde. On les a fermés parce qu'ils ont à 20 mètres d'une mosquée. Et puis maintenant, dans le conseil des universités YOC a décrété que défense de vendre de l'alcool dans les universités. Alors vous vous rendez compte, il y a des clubs de faculté, des faculty clubs comme on dit aux États-Unis, où nous allons entre collègues, un peu de verre de vin, on dîne. Ça fait pas de mal à qui que ce soit. Maintenant, défense. Et les faculty clubs sont devenus maintenant comme un hiver nucléaire. Des jeunes gens qui chôment à cause de cette stupidité. Et je comprends vraiment pas comment des gens qui sont quand même intelligents n'arrivent pas à comprendre que d'autres gens n'acceptent pas une autre façon de vivre. Oui, voilà. Je trouve ça idiot. Ou bien peut-être simplement éviter tout simplement des mesures radicales, interdire à certains endroits et pas à d'autres. C'est idiot, c'est enfantin. D'accord. Puis ça arrive de plus en plus. Je trouve ça c'est aberrant, hein, absolument pas nécessaire. Très bien. Et avec vos collègues turcs, alors, enseignants, comment ça se passe? Vous êtes facilement intégrés, je suppose? On est tous. S'ils avaient demandé, aux universitaires ce qu'ils pensaient, personne n'aurait accepté ça. Personne. Accepter quoi? La oui, pour l'alcool. Oui. Mais moi, je parlais plus de vos relations avec vos avec vos sans confrères. problème. J'ai de très bons amis. Très bons amis. Et comme vous êtes un expert de l'histoire turque, je pense qu'ils doivent être ravis et avoir beaucoup d'admiration pour vous. On s'entend bien. Ok. Monsieur le professeur, un très grand merci pour votre aimable participation à l'émission. Nous en avons eu beaucoup de plaisir pour échanger avec vous. Moi aussi. Passez toutes nos salutations à la Turquie. İyi geceler. Oui. İyi geceler. Bye bye. Bye. Voilà, chers invités, chers auditeurs.